Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. C'est Alors on pense, l'émission qui se propose de réfléchir avec vous au monde tel qu'il va ou tel qu'il ira demain. Notre thème ce soir, les animaux savent-ils s'entraider? Alors évidemment, le seul fait de poser la question suggère que la réponse est positive. Oui, évidemment, ils savent s'entraider. Et pour ce faire, ils utilisent des intelligences et des talents qui parfois nous échappent à nous, pauvres humains. Savez-vous par exemple qu'il existe des pigeons veilleurs qui informent leurs congénères sur les lieux où ils peuvent s'alimenter en toute sécurité? Savez-vous que quand deux loups sont en bisbille, ils s'en trouvent dans la meute pour venir consoler, celui qui s'est un peu trop fait réprimander. Voilà, nous avons 1001 exemples et on va détailler tout ça avec nos spécialistes. Ils sont sur le plateau, ils m'attendent, je les rejoins et je vous les présente. À tout de suite. Les animaux savent-ils s'entraider? C'est notre thème ce soir. On va répondre tout de suite à la question. Oui. Oui. Ils savent s'entraider. Très bien même. Voilà, merci, bonsoir. À demain. Non, on va détailler un petit peu et on va le faire avec nos invités. Alors nos invités, je vous les présente, à commencer par Yolène Delabine. Bonsoir. Bonsoir, Yolène, vous Patrick. êtes journaliste, vous êtes à la tête du site l'animal et l'homme.com et vous publiez demain. Oui. Ça tombe bien, vous voyez. Les intelligences animales aux éditions One Health Media. J'espère que je l'ai bien dit. Très bien. Livre passionnant dont la couverture ne correspond pas tout à fait à celle que j'ai montrée. Pourtant, il s'agit du même contenu. Voilà, les intelligences animales. Voilà. Ah oui, Et les c'était celui de intelligences l'avant, parce qu'en fait, ce sont des événements, on reprend les textes des conférenciers, d'ailleurs nos deux invités vont venir à la prochaine, et en fait, donc c'est un collectif où on parle d'orques, de tortues, de pigeons et de plein d'animaux incroyables. On aura compris que le renard, que l'on a vu, est intelligent, mais il y a aussi le lion, le dauphin, le chimpanzé et le hibou qui sont intelligents. Tous les animaux sont intelligents, en gros. Marc Giraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes naturaliste, alors auteur de nombreux livres. On en a sélectionné 2. Tout simplement celui-là, 1000 milliards de microbes, parce qu'il vient de sortir. Ça, c'est un safari sur soi-même. Oui, Voilà. oui, On découvre tout ce qui aura grouille compris sur qu'on nous. est plein de virus et surtout de bactéries, et aussi de bonnes bactéries. Et que c'est très bien. Heureusement qu'on les a. Et heureusement qu'on les a. Ce qu'on appelle notre microbiote. Voilà. Et alors, autre livre, Paysages de France en bord de chemin. Là, c'est plus grand. Voilà. Et dans ces paysages, il arrive qu'on croise des animaux. C'est le cas sur la couverture où on voit des moutons. Tout ça, c'est aux éditions de Lachaud et Niestlé. Loïc Bolache, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'écologie au laboratoire du CNRS de l'Université de Boulogne. Bourgogne. Franche-Comté. On m'a écrit Boulogne. Ah non, Bourgogne. Bourgogne, c'est... Oui, parce que Franche-Comté et Boulogne, ça ne va pas ensemble. Et auteur de ce livre intitulé « Comment pensent les animaux ?» C'est aux éditions Human Science, livre passionnant comme les deux autres. Alors, on va commencer tout de suite. Les animaux peuvent-ils s'entraider? Nous avons répondu, nous avons dit oui, mais on va revenir un peu plus en détail, Yolène. Pendant très longtemps, finalement, on a considéré que seuls les hommes étaient capables de s'entraider et qu'ils avaient l'intelligence suffisante pour s'entraider. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les animaux aussi. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis quand, effectivement, qu'on se doute qu'il y a quelque chose? Bon, depuis quelques décennies, un des premiers qui a travaillé là-dessus, c'est Franz de Waal, qui est un peu une grande star dans le milieu de l'intelligence animale, qui est un éthologue et un primatologue, qui travaille aux États-Unis. Et il a beaucoup écrit sur l'empathie, notamment des chimpanzés. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a pensé que quasiment tout ce qui était bien était le propre de l'homme, le rire, la solidarité, l'amour, l'amitié, tout ça, et que les animaux étaient moches, etc. Donc on s'en est rendu compte, une des vraies raisons, c'est qu'au départ, on a beaucoup travaillé les animaux dans des zoos. Et par exemple, sur des loups ou des chimpanzés, ils étaient très agressifs, ce qui est normal. Imaginez que vous étudiez toute l'humanité en allant dans une prison, c'est pas cool, quoi, l'ambiance. Ouais. Forcément, dès qu'on est un peu en prison, c'est pas top. Donc les loups, par exemple, dans des zoos, et quand ils sont dans des petites cages, sont extrêmement agressifs. Et en fait, très très vite, et notamment avec Franz de Waal, on s'est rendu compte que les animaux ont on va le développer, mais ont forcément une solidarité, parce que c'est la base de la vie. S'il n'y a pas de solidarité, on s'entretue. Et il y a quelqu'un que j'aime énormément, qui est aussi un grand éthologue, qui s'appelle Marc Bekoff, qui a travaillé avec la fameuse Jane Goodall, et qui disait quelque chose de très intéressant, c'est que l'animal est moral.
Alors ça peut choquer, on se dit oh, non, il n'y a que les humains qui sont moraux. Non, en fait, ce qu'il explique, c'est que quand on dit ça, on pense à l'éthique. Oui, nous sommes éthiques avec des recherches philosophiques, etc. Mais ce qu'on appelle la moralité, c'est-à-dire pour bien vivre, en gros, tu ne tueras point et tu n'agresseras point, parce que sinon c'est la guerre, tout le monde se... l'animal est très moral, et Marc Bekoff a beaucoup travaillé sur le jeu, notamment avec des coyotes et des loups, mais en liberté. Et il s'est rendu compte que pourquoi il joue beaucoup ? Parce qu'en fait, les parents, finalement, et les grands frères et sœurs, dans la meute, apprennent aux petits les règles de la morale et de la solidarité. C'est-à-dire que ne pas être trop brusque, parce que si tu es trop brusque, que tu fais trop mal à l'autre, tu vas t'en prendre une. Être bon joueur, être solidaire, aider celui qui a plus de mal, etc. Et ce qui est très intéressant dans ce que Marc Bekoff a vu, c'est que et Darwin l'avait déjà un petit peu intuité, c'est que ceux qui sont mauvais joueurs, ceux qui sont tir au flanc, un jour ou l'autre, ils sont virés de la bande, ils sont virés de la meute. Parce qu'il est dangereux. Celui qui n'a pas d'amitié, celui qui n'a pas d'entraide, celui qui n'est pas un mec bien, entre guillemets, il est dangereux pour le groupe. Il peut trahir, etc. Donc en fait, oui, l'altruisme et la solidarité, c'est un peu une des bases de la vie. Alors, si je comprends bien, l'animal ne se lève pas le matin en disant « je vais faire la guerre à mon prochain », que ce soit quelqu'un de la même espèce ou d'une autre espèce, mais il dit « je me lève et je vais essayer de vivre ». En fait, la vie, c'est ce qui le préoccupe le plus, et pour ça, il est prêt, peut-être pas à se sacrifier pour l'autre, mais à tout faire pour partager ce bien précieux qu'est la vie, en quelque sorte. Ça marche mieux comme ça. Hein. On a beaucoup parlé de la lutte pour la survie de Darwin, mais même Darwin n'avait pas dit ça comme ça. La base de la vie, c'est l'entraide. On a beaucoup entendu parler des mycorhizes. Alors là, je ne suis pas dans les animaux. Les mycorhizes, myco, c'est champignons, rhiz, c'est racines. C'est ces réseaux d'informations entre les arbres qui se passent avec des champignons, qui sont un véritable Internet underground, sous nos pieds, de communication et d'entraide entre les végétaux et les champignons, qui ne sont pas des végétaux. Bon, ça commence très bas. Les bactéries, par exemple, dont je parle beaucoup, c'est le niveau presque zéro de la vie. C'est juste une cellule. Hein. Ce n'est pas super intelligent. N'empêche qu'elles s'entraident dans ce qu'on appelle des biofilms. Et des biofilms, on en a plein la peau. On a 1000 milliards de bactéries sur la peau qui saluent et qui font nos défenses immunitaires. C'est-à-dire que si un microbe étranger qui vient sur notre peau, elles vont nous défendre. Donc c'est très important. Il y en a dans les nuages, il y en a partout des biofilms de bactéries. Il y en a même dans les abysses, Alomonas titanicae, qu'on les appelle, qui sont en train de bouffer le Titanic. Mine de rien, c'est tout petit, c'est microscopique, et les 47 000 tonnes d'acier du Titanic sont en train de se faire manger par ces biofilms de bactéries, qui sont solidaires. Donc après, on peut remonter vers les animaux, les vertébrés, et là, on a des exemples avec les rats, avec les dauphins, avec les singes, avec tous les animaux quasiment. Donc là, vous nous expliquez en fait que le concept même d'entraide, il est intégré à la nature et à son fonctionnement. Oui. Et on le voit d'ailleurs aussi, j'ai cru comprendre aussi, entre les arbres parfois, lorsqu'il y a des ressources d'eau, il arrive que l'arbre le mieux placé se prive d'un petit peu d'eau pour en laisser aux petits camarades. Et vous avez parlé des champignons, on verra aussi qu'ils ont des rapports particuliers, vous le racontez, alors je ne sais pas, dans le vôtre plutôt, non? Ici, je ne sais plus, dans un des deux livres, à moins que ce soit chez vous. On le raconte. Les champignons ont des rapports, on travaille en bonne entente avec les fourmis, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, on découvre l'entraide entre les plantes et les champignons, vous en avez parlé, vous avez parlé des mycorhizes, ces réseaux underground, un petit peu Internet, et les bactéries, est-ce qu'elles s'entraident formellement, même si elles travaillent en groupe, ou on les voit s'entraider réellement? Et si oui, comment on le voit? Alors, il y a aussi des compétitions, il ne faut pas être naïf non plus, ça existe aussi chez les bactéries, mais elles communiquent entre elles, c'est-à-dire qu'elles se livrent des informations, alors que ce n'est vraiment pas le degré supérieur de l'intelligence, et par exemple, elles font des choses qui ne sont utiles qu'à la communauté. Par exemple, dégrader un substrat, un sol, pour accéder à de la nourriture. Et s'il y a un intrus, elles forment un bouclier contre cet intrus. Donc il y a vraiment une entraide. Et alors dans votre livre, il est beaucoup de questions des bactéries qu'on a là à l'intérieur. Et d'ailleurs, pas seulement dans l'estomac, partout, dans toutes les cavités. Voilà, on est là partout. Alors, on le dit souvent, il y a de bonnes et de mauvaises bactéries. Lorsqu'une bactérie qui n'est pas welcome, si je puis dire, dans notre organisme arrive, alors ce ne sont pas les bonnes bactéries qui vont la combattre, a priori, quoique... Je ne sais pas, mais est-ce qu'il peut y avoir des guerres de bactéries en quelque sorte? Ah oui, alors sur notre peau, parce qu'on parle toujours du microbiote intestinal, notre microbiote cutané, c'est quand même 1000 milliards de bactéries.
Il y en a quelques-unes. Hein. Notre peau, c'est notre plus grand organe. Hein. Ça fait 2 mètres carrés, je crois, 3-4 kilos. Enfin, oui, ça fait 2 mètres carrés à peu près. Ouais. C'est un beau champ de bataille. On a certains staphylocoques qui nous défendent contre les mauvais staphylocoques, par exemple. Ça se passe comme des places de parking, si vous voulez. Il y en a qui sont installées, et c'est pas qu'elles vont attaquer les virus ou les bactéries qui viennent, mais elles vont fermer le passage. Voilà. Elles vont faire en sorte, je garde ma place de parking et je te laisserai pas passer. Donc c'est vraiment un système immunitaire très très efficace. Donc l'entraide, concept inscrit, inclus, cousin de la nature. Vous avez sans doute pas mal d'exemples à nous donner, Loïc. Alors, par exemple, entre végétaux et animaux, on va revenir d'ailleurs aux fourmis et aux champignons, mais il y a la pollinisation des plantes, par exemple. Ça, c'est une coopération entre les plantes et... Alors, la coopération des plantes, c'est un des exemples dans l'évolution extrêmement important, c'est-à-dire la réussite des angiospermes, ce qu'on appelle les plantes à fleurs aujourd'hui, vient d'un avantage à un moment donné dans l'évolution de certaines plantes qui ont pu bénéficier d'animaux, de vecteurs en fait de pollinisation, les insectes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit en fait dans nos grandes forêts européennes, mais surtout les forêts tropicales, que l'ensemble de la forêt fonctionne en interaction avec la communauté animale. Alors on connaît la dispersion des graines par les grands singes et les éléphants ou tous les grands mammifères. Par exemple, très souvent les chauves-souris représentent un nombre de vecteurs de graines et de pollinisateurs dans les forêts bien plus importante que des insectes dans les forêts, par exemple, d'Amérique du Sud. Et un phénomène actuel qui est assez intéressant, c'est de s'apercevoir que la défaunation, le fait d'enlever ces grands mammifères, cette grande faune des forêts tropicales et des forêts équatoriales, conduit à un appauvrissement de la diversité végétale, puisqu'il y a des plantes qui n'arrivent plus à disperser de graines. Et donc, on ne le voit pas tout de suite. Si on regarde la forêt, on voit une forêt qui a l'air de bien fonctionner. Si on regarde les cohortes, on s'aperçoit que les petits arbres de certaines espèces n'existent plus. En fait, il n'y a que les vieux âgés qui essaient de se reproduire. Ils font des graines, mais les graines ne sont pas dispersées par les mammifères. Et donc, en fait, les cohortes des petits sont en train de disparaître. Mais alors, les mammifères, quand ils sèment ces graines, si j'ai bien compris, s'ils le font, pourquoi le font-ils ? Ils le font, c'est instinctif. Eh bien, ils le font parce que quand vous êtes dans un supermarché, quand vous choisissez vos fruits, vous prenez le fruit qui est le plus brillant, qui est le plus beau. Et donc, en fait, les plantes qui ont les fruits les plus attractifs pour les animaux ont attiré les animaux. Et donc, naturellement, le mécanisme de coévolution a fait en sorte que les animaux et les plantes ont coévolué. C'est une sorte, non pas de course à l'armement pour être le plus méchant, mais pour être le plus gentil. Donc, les plantes, en fait, fournissent de la nourriture aux animaux, et les animaux en fait vont ingérer le fruit, les graines, et puis ils vont aller les déféquer 100 mètres ou 200 mètres plus loin. Par exemple, une graine qui tombe au pied de son parent, d'accord ? Vous avez un arbre, la graine tombe au pied de l'arbre mère, elle aura du mal à pousser parce qu'elle va rentrer en compétition avec son propre parent. Ouais. Alors que si, en fait, un éléphant passe par là, hop, il prend la graine, il l'avale, et puis il va faire sa petite bouse 1 kilomètre plus loin, eh bien, ça marche beaucoup mieux. Mais est-ce que je dois comprendre que l'éléphant, lorsqu'il passe près de l'arbre et qu'il voit la graine, il réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour que cette graine ait un meilleur avenir que si on l'a laissée pas plus que nous quand on prend la meilleure pomme, hein. Ouais. Il est juste attiré par il est juste attiré par un fruit qui est intéressant pour lui. Mais le mécanisme fait en sorte qu'une plante qui aurait des fruits pas intéressants pour les animaux n'arriverait pas à disperser. Alors, et vous expliquez aussi qu'il y a de moins en moins de place pour ces plantes et pour ces animaux. Alors là, on déborde un petit peu du sujet, mais ça pose aussi un problème de santé publique. Et je pense que, alors qu'on en a fini, enfin j'espère, avec la pandémie de Covid, on est en plein dans le sujet là. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus, nous vivons de plus en plus proches des animaux. Ça a toujours été le cas depuis le néolithique, mais là... Je ne sais pas si on vit de plus en plus proche. Je ne suis pas sûr que Marc soit d'accord avec... C'est-à-dire qu'on empiète un petit peu sur leur territoire. C'est surtout ça, en fait. Voilà. On est de plus en plus proche de leurs pathogènes. On se rapproche d'eux. C'est ça, on est en contact avec des pathogènes, enfin avec des microbes d'animaux auxquels on n'est pas habitué. Et c'est là où il y a un problème. Alors, on parlait d'entraide, oui, entre la nature et les animaux. On va parler d'entraide entre les animaux ensuite. Alors, la nature et les animaux, il y a cette histoire de fourmis que vous racontez dans votre livre, Yolène Delabigne, qui deal beaucoup avec les champignons. Alors, on va bien expliquer le truc, parce que c'est fascinant. On se demande toujours pourquoi les fourmis trimballent des feuilles dont on sait a priori qu'elles ne les digèrent pas.
Donc à quoi ça sert d'amener cette nourriture? Alors là, c'est une espèce de partenariat entre eux parce que en fait, elles vont se nourrir après de ces champignons. Et là, je dirais, est-ce que c'est du partenariat? Oui, c'est une forme de partenariat, mais là, on revient un peu à ce que Loïc disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, ils le mangent. Donc, non mais attendez, pardon, juste pour si j'ai bien compris, les fourmis vont chercher des feuilles qu'elles amènent au pied du champignon. Le champignon va avoir une action sur ces feuilles qui vont ensuite pouvoir être digérées par les fourmis. Et en échange de ce service rendu par le champignon, les fourmis lui offrent le chauffage en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu un partenariat comme il y en a énormément dans la nature. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les fourmis ont inventé l'agriculture avant les autres. Mais sur les fourmis, parce que justement, ce qui est intéressant dans l'entraide, c'est que pour l'instant, on a surtout travaillé sur les animaux sociaux. Même si on est en train de découvrir que des serpents, qui sont des animaux a priori solitaires, en fait, on est en train de découvrir qu'il y a des parties de chasse, comme pour les loups, où ils chassent ensemble. Et finalement, on découvre que les serpents sont beaucoup moins solitaires qu'on le pensait, comme les tortues, etc. Mais les fourmis font partie des animaux incroyables au niveau de la solidarité. Par exemple, il y a des exemples. Entre les fourmis rouges ou les fourmis noires, dans un jardin, elles ne vont pas sortir au même moment, pour être sûr de ne pas, pour partager, si vous voulez, le territoire et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Il peut y avoir guerre de fourmis. Voilà, exactement. Ou alors, un autre truc que je trouve incroyable, c'est les fourmis tisserandes ou légionnaires. Quand elles marchent, elles vont à toute allure. Et si jamais, par exemple, il y a un trou, elles sont capables en une seconde, de se mettre toutes elles font un pont, si vous voulez, elles s'accrochent les unes aux autres et elles font un pont, ce qui est dingue, parce que ça veut dire qu'elles sont capables de calculer en fonction du trou le nombre de fourmis qu'il faut déjà. Et vous imaginez la solidarité et l'entraide qu'il faut. Vous imaginez, vous êtes en train de marcher avec des copains, tout d'un coup il y a un trou et il y en a certains qui se mettent comme ça pour qu'on vous marche sur le ventre et pour que tout le monde puisse continuer de marcher. Ou alors quand il y a par exemple une inondation ou beaucoup de pluie, elles font un radeau, j'allais dire humain, un radeau de fourmis, et elles mettent évidemment la reine au milieu et elles se protègent et elles partent toutes ensemble. Donc ce qui est fascinant chez les fourmis, c'est que en fait elles ont une société, comme d'ailleurs les abeilles, entièrement basée sur l'entraide et sur la solidarité, qui fait que ces espèces de toutes petites animaux avec des tout petits cerveaux arrivent à faire des trucs complètement délirants. Et ça, c'est quand même un exemple. Les fameux insectes sociaux, c'est un exemple qui est dingue. Alors, quand vous parlez d'animaux sociaux, concrètement, la définition, c'est quoi? Et sociaux par rapport versus quoi? Alors, les animaux sociaux, c'est les animaux qui vivent en famille. Alors, on appelle ça en meute, en groupe, en ce qu'on veut. Et puis, vous avez des animaux solitaires. L'araignée est un animal solitaire. Mais on découvre, par exemple, la chauve-souris. Les chauves-souris qui ne sont pas très aimées. On sait maintenant que quand il y a une maman qui meurt, le petit est adopté par les autres copines, par les chauves-souris. Les orques, là, il y a Pierre-Robert de la Tour, qui est un des grands plongeurs d'orques. Les orques, vous voyez, ces immenses animaux marins noirs et blancs qui sont les plus gros prédateurs quasiment du monde marin. Je ne pense pas qu'il y en ait des plus... C'est des familles incroyables qui vivent sous l'autorité d'une grand-mère, chacun a son langage, c'est dingue. Et ben, par exemple, ils ont une orque qui s'appelle Stumpy, qui est très connue en Norvège, qui est handicapée. Donc, elle a un problème de caudale. Elle ne peut pas aller dans l'eau. Elle est obligée de rester dans la surface. Ça veut dire que normalement, elle devrait mourir. Elle ne peut pas se nourrir. Et ben, tous les plongeurs, il y a eu plein de films, tout le monde le sait, elle est connue. Non seulement sa famille la nourrit, on voit des mâles qui arrivent, qui lui donnent à manger, mais les autres familles la nourrissent. Donc là aussi, on pensait qu'on était les seuls, nous, être vivants à soigner nos handicapés. Bah là, d'ailleurs, on l'a vu aussi chez des éléphants aussi. Mais là, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que d'autres familles que la sienne viennent la nourrir. On l'a vu, de lui apporter des harengs, des saumons pour qu'elle mange, etc. Ou alors, il y a un autre exemple, toujours dans le livre, qui est génial, sur les pigeons. Vous parliez des pigeons tout à l'heure. Ça, j'adore. C'est Didier Laposte qui donne ça. C'est qu'on s'est rendu compte... Les pigeons, un chauffeur. C'est-à-dire alors qu'ils voilà, surveillent. Exactement. Ils se sont rendus compte sur Paris, parce qu'ils travaillent sur Paris, qu'il y a des pigeons qui sont ce que nous, on appellerait des éclaireurs. Ils se mettent en haut, ils surveillent, et puis quand ils voient qu'il y a un jardin public qui est un peu tranquille, parce qu'ils repèrent très bien les gens qui les aiment ou qui les aiment pas, ils savent très bien. Donc quand ils voient que c'est un peu peinard, ils appellent, alors je sais pas comment ils appellent, ils ont leur cri, leur roucoulade, etc. Et alors mieux, quand ils voient qu'il y a un nourrisseur, donc c'est les gens qui aiment bien les pigeons et qui donnent des graines, alors là, ils appellent tout le monde, et c'est pour ça que vous voyez toujours souvent les nourrisseurs, tout d'un coup, il y a
50 pigeons. Mais c'est parce qu'il y a 2-3 veilleurs qui ont dit à tout le monde, waouh, venez, là, il y a à bouffer, c'est bon, c'est buffet à volonté, allez-y, et tout le monde arrive. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment de la solidarité, parce qu'ils pourraient manger dans leur coin, en disant, bon, écoute, j'en aurais plus pour moi, tranquille. Non, ils partagent. Alors, vous avez cité tout à l'heure les abeilles, vous avez cité aussi ces fourmis qui font des radeaux de fourmis pour permettre à la reine de traverser. Donc, je me dis, il doit y avoir un peu de dégâts à chaque fois. Est-ce que le sacrifice, est-ce que la solidarité des animaux peut aller jusqu'au sacrifice? Et si oui, chez qui? Parce que chez les hommes, ça existe aussi, vous me direz, mais c'est... Bon, le sacrifice ultime. Oui, la mort. Quoi, ouais. Alors chez les araignées, par exemple, des fois les mères meurent, mais c'est plutôt de l'épuisement. Et il faut manger par leurs petits. Les poulpes aussi, enfin les pieuvres, pareil. Après la ponte, elles sont tellement épuisées, elles ventilent leurs œufs, elles font tout ce qu'elles peuvent et après elles meurent. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est du sacrifice, mais il y en a vraiment qui sacrifient en connaissance de cause leur bien-être. Par exemple, on a fait des tests en laboratoire. Ça permet au moins de refaire l'expérience et d'être sûr que c'est pas juste de l'anecdote. Un rat, on lui laisse le choix entre manger et donner un coup de jus, un coup d'électricité à un copain, ou s'abstenir de manger. Et la plupart des rats s'abstiennent de manger pour éviter de faire souffrir l'autre. Je dis bien la plupart, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même caractère, c'est un peu comme chez les humains. Il y a des humains qui ne sont pas très empathiques, et chez les rats, c'est exactement la même chose. Donc c'est quand même du sacrifice. Alors vous dites que les rats n'ont pas tous le même caractère. J'allais dire, sur Terre, il y a une infinité de caractères. Est-ce qu'on retrouve cette même diversité chez les animaux, ou alors on a plus basiquement les rats sympas et les rats pas sympas? Alors vous me direz, chez les hommes, c'est un peu pareil, il y a les sympas et les pas sympas, mais quand même, il y a une variété de comportements. Est-ce que... On est tous sympas, là. Hein. Non, moi, je suis pas sympa. Tu as dit le mot important, en fait. Tu as parlé de variété, on va parler de variation, en fait, en comportement animal. Ouais. On va s'apercevoir qu'il y a de la variation dans le comportement. Au début, ce qu'a dit Yolène, au début, quand on a commencé à travailler sur les animaux, on pensait que c'était un peu des animaux machines, ils avaient tous les mêmes comportements. Et puis en travaillant de plus en plus sur les comportements, on s'aperçoit que c'est pas vrai, que Marc vient de le dire, dans un groupe de poulpes, toutes les poulpes n'ont pas exactement le même comportement. On travaille sur les dauphins, c'est encore plus net. Prenez les dauphins au Brésil qui aident les pêcheurs à pêcher des mulets, on s'aperçoit qu'il y a une 50aine de dauphins qui fonctionnent très bien avec les pêcheurs, et puis il y a des dauphins de la même espèce, du même groupe, qui regardent toujours avec prudence. Et en fait, on a travaillé depuis pas mal d'années sur ces variations de comportement, et on appelle ça tout simplement de la personnalité. On a des animaux craintifs, peureux, d'autres qui sont plus curieux, et on retrouve exactement les mêmes traits de personnalité chez les animaux qu'on va caractériser chez l'humain. On peut caractériser 5 ou 6 traits de personnalité, on va retrouver les mêmes. La peur, la curiosité, la néophobie. On travaille beaucoup sur la néophobie des animaux qui ont peur de quelque chose de nouveau. On fait des tests très simples. Vous mettez un ballon, en fait, un ballon bleu, par exemple, vous le mettez dehors dans une pelouse. Regardez les animaux qui vont s'approcher. Assez facilement, vous allez pouvoir avoir un écureuil. Les écureuils sont assez curieux. Pourtant, parmi les écureuils, il y en a un qui va toujours venir voir le ballon, puis un qui va rester caché derrière l'arbre, qui va regarder son collègue en disant t'es sûr qu'il faut y aller ou pas? Donc il y a des animaux conservateurs, d'autres moins. Et dans l'altruisme, c'est pareil. Il y a des animaux qui ont un peu plus tendance, Marc l'a très bien dit, à être empathique, à aider l'autre. D'autres animaux un petit peu moins, mais au sein de la même espèce. Vous avez parlé des rats tout à l'heure. Moi, il me semble avoir lu, mais jadis, il y a très longtemps, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qu'il y avait parfois chez les rats un bouc émissaire. C'est-à-dire quand ils sentent qu'il y a un piège, ils envoient... Alors, je ne sais pas si c'est le plus faible d'entre eux, celui qui se désigne comme volontaire ou je ne sais qui, il l'envoie devant pour voir si le danger est réel ou pas. Et puis, bon, si l'autre se fait... Oui, ça arrive aussi. Il n'y a pas que de l'entraide. Hein. Oui. Encore une fois, chez les rats, ça arrive. Chez certains groupes de singes, alors bon, quand c'est étudié en captivité, on se dit on va sauver la tête de Turc, mais on l'enlève, il y en aura une nouvelle. Donc ça fait partie, et dans les cohésions, dans les animaux sociaux, et chez les humains, c'est pareil. Avoir une tête de Turc, ça soude tous les autres. Donc il y en a un. Quelque part, c'est pour sauver tous les autres, quoi. Il y a une dimension solidaire, finalement. Ouais. Voilà, c'est un mécanisme social qu'on trouve un petit peu partout, effectivement. Ouais. On a parlé des dauphins, non? Moi, je voudrais juste reprendre sur votre question tout à l'heure du sacrifice. Oui. Parce que, alors, est-ce que c'est du sacrifice? C'est peut-être un peu une façon humaine de le dire, mais il y a les abeilles. Oui. Les abeilles qui gardent la ruche, elles savent qu'elles ne piqueront qu'une fois. Donc parfois, quand elles vont piquer, elles savent qu'elles vont mourir. Je pense qu'elles le savent instinctivement. Mais enfin, ça, je ne suis pas dans la tête d'une abeille. Mais en tout cas, il y a une chose qui, moi, m'a fasciné toujours, les chauves-souris, qui sont un animal incroyable. Leur Antillon raconte que, en fait, ils se sont rendus compte qu'elles s'auto-avortent. C'est-à-dire que quand elles sont pleines,
et qu'à un moment, il y a un problème de météo, il n'y a plus à manger, etc. Alors, est-ce qu'elle décide? En tout cas, sans doute, il doit y avoir une décision collective, mais certaines avortent, ce sont souvent les plus vieilles d'ailleurs. Et là où il y a vraiment du sacrifice, c'est que ce sont elles qui partent pour chercher à manger pour les femelles qui vont rester à attendre leurs petits. Donc non seulement elles s'auto-avortent, ce qui est quand même hallucinant, ça c'est une découverte assez récente, comment font-elles? Mais en plus, là je trouve que c'est vraiment du sacrifice. Elles vont dehors, elles prennent souvent des risques pour revenir pour nourrir les autres. Chapeau, hein? J'ai une autre histoire de chauve-souris, c'est les vampires. C'est un des cas d'altruisme les plus connus. Bon, les vampires, ça suce du sang, hein, ça existe. Je me suis dit, une petite chauve-souris. Hein. Pardon, mais quand vous dites vampire, parce que moi je pense à Dracula... Oui, c'est ça. C'est des petites chauves-souris. Les petites chauves-souris, ça existe vraiment. Baladés en Guyane, ils connaissent. Donc ça suce le sang, ça ne se nourrit comme ça. Et si c'est à jeun pendant 3 nuits, ça meurt de faim. Donc quand il y en a une qui arrive bredouille, elle va chercher une autre. Elle l'embrasse sur la bouche, elle la léchouille, elle lui fait plein de câlins, et elle s'embrasse sur la bouche. Mais en fait, celle qui était rentrée au nid régurgite un petit peu de sang à l'autre pour lui sauver la vie. Sympa le bisou. Ouais. Voilà, oui, c'est un petit peu de boudin figé, prédigéré. Bon, c'est pas ragoûtant pour nous, n'empêche qu'elle se sauve la vie. Et si elle ne faisait pas ça, c'est toute la colonie qui mourrait. Donc alors on peut dire aussi que c'est intéressé, entre guillemets. Elle pense pas forcément à ça, mais en tout cas, les vampires qu'on aime si peu, finalement, c'est un grand cas d'altruisme qui est très étudié. Alors, on dit souvent que les dauphins sont intelligents. Hein. On a déjà vu au cours d'émissions précédentes qu'il y avait différentes intelligences, donc c'est difficile d'établir un classement. Mais est-ce que les dauphins ont une manière particulière de s'entraider les uns les autres qui pourrait nous épater? Alors, une manière particulière de s'entraider, c'est très compliqué. Les dauphins, c'est un monde compliqué parce que déjà, l'élément marin, c'est pas l'élément de l'homme. Donc, pour les observer en milieu naturel, il faut aller plonger avec eux, et c'est pas facile. Donc, il y a quelques groupes au monde, aux Bahamas. Il y a une chercheuse en Écosse aussi qui travaille sur un groupe de dauphins qu'elle connaît très bien, d'une centaine d'individus. Elle a même réussi en fait à les identifier tous par ce qu'on appelle leur signature sonore, leur signature sifflée. Vous savez que les dauphins ont des sons sifflés ou cliqués. Et en fait, chaque dauphin a exactement sa signature, comme si on avait un prénom, mais ça ressemble à une signature sifflée. Et on a du mal, en milieu naturel, à les suivre sur des grandes distances. Donc, on ne va pas automatiquement comprendre l'entièreté de leur comportement. On va plutôt voir certains comportements très particuliers, généralement quand les dauphins vont s'approcher de l'homme. C'est là où on s'aperçoit que les dauphins, c'est un peu eux qui décident, hein, s'ils veulent qu'on les observe ou pas trop. Alors d'ailleurs, souvent, on met un peu en garde des touristes ou autres. Ça peut arriver quand un dauphin arrive dans un port de plaisance et puis se promène ou autre. Et souvent, on est un peu curieux. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il vient chercher de l'aide? Est-ce qu'il est juste... est-ce que c'est un jeune un peu immature? Voilà, on ne sait pas trop. Mais ce qui est le plus documenté, c'est vraiment cette relation entre les hommes et les dauphins qui s'est forgée au cours du temps. Encore une fois, dans une coévolution plutôt culturelle, cette fois-ci. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle est apparue déjà chez Pline l'Ancien. Donc on lit des textes où on s'aperçoit que dans le sud de la France, dans les étangs du sud de la France, les hommes appellent les dauphins, tapent sur des bouts de bois hautes, appellent les dauphins, et les dauphins viennent bloquer au niveau de la lagune, à la sortie de la lagune, empêchent les mulets, les poissons, les mulets de ressortir dans l'océan. Et donc en fait, ils bloquent les poissons, et puis les pêcheurs, eux, rentrent dans l'étang avec des filets et viennent prendre leur part. Et c'est quelque chose qui est bien documenté. Ça a été documenté depuis... Alors, il y a plein de films qui existent sur les Imragen en Mauritanie, hein, cette tribu, cette ethnie, les Imragen, qui sont des pêcheurs mauritaniens qui rentrent dans l'eau pêcher avec des dauphins. Et ça a été documenté depuis pas mal de temps dans la péninsule de Laguna au Brésil. Mais ça marche aussi avec des dauphins en Birmanie, des dauphins d'eau douce avec des pêcheurs. Donc c'est quelque chose qui apparaît à plusieurs moments, avec des espèces de dauphins différentes et avec des ethnies humaines différentes. À des endroits différents. Donc c'est récurrent, c'est assez incroyable. Et pour poursuivre sur les dauphins, si je vous ai bien lu, vous expliquez que en fait, l'intelligence animale repose souvent sur la mémoire, on y reviendra peut-être en fin d'émission, mais dans le cas des dauphins, cette mémoire peut aller jusqu'à 20 ans. Oui, ça c'est une anecdote scientifique, c'est un naturaliste et un scientifique américain qui a eu l'opportunité de faire écouter à 2 dauphins qui s'étaient connus très jeunes. 2 dauphins adolescents se sont connus dans le même delphinarium aux États-Unis. Et puis, quand ils ont eu 4 ans, on les a séparés. Ils sont tous les deux partis dans 2 delphinariums différents. Et il a eu l'opportunité de faire écouter à un individu, 20 ans après, l'enregistrement de son copain.
Et il a réagi, c'est-à-dire qu'il vient s'approcher en fait de l'enceinte qu'on met à disposition dans l'eau, et il vient exprimer des comportements qu'il ne fait que s'il connaît l'individu. Donc il a reconnu 20 ans après la signature sifflée de son ami. Et on considère que ce que sont capables de faire les dauphins, nous on aurait plus de mal à le faire. Notre reconnaissance, elle est surtout visuelle chez nous, même si on utilise la voix. Mais en 20 ans, notre visage, il va beaucoup changer. Alors que chez les dauphins, leur voix elle ne change pas en fait en 20 ans. Donc on peut dire mémoire de dauphin, comme on dit mémoire d'éléphant, parce que vous donnez une autre expérience dans le livre, qui est celle d'un éléphant femelle qui meurt, dont on a enregistré le barrissement, et quelques années plus tard, je ne sais plus combien de temps, on propose à ceux qui ont connu cette femelle un enregistrement donc, de ce barrissement, et là aussi on les voit réagir émotionnellement. L'intelligence là est émotionnelle. Oui, alors l'intelligence émotionnelle, c'est un peu le dernier cheval de bataille pour nous, c'est-à-dire que souvent, on va en fait repousser la frontière entre l'homme et l'animal. On va considérer au début que l'animal n'a pas d'intelligence, on démontre qu'il en a une, après on va dire qu'il n'a pas de culture, on démontre qu'il en a une, maintenant on va dire l'animal n'a pas d'émotion, mais en fait on s'aperçoit que si. Et pour des animaux sociaux, Yolande a parlé d'animaux sociaux qui vivent en groupe, alors chez les éléphants c'est des groupes avec une matriarche, c'est surtout des groupes de femelles qui existent, même s'il y a des groupes de mâles entre eux. On s'aperçoit pour des animaux qui peuvent vivre plusieurs dizaines d'années qu'effectivement, ils ont un souvenir, une mémoire du son de l'individu et ils vont réagir. Ça n'a pas. Ce qui serait surprenant, ce serait l'inverse en fait. Je pense si on prend un peu de recul, on se dit mais pourquoi ils n'en auraient pas en fait tout simplement. Donc c'est effectivement des choses qui ont été démontrées et qui sont encore une fois pas faciles à faire chez l'éléphant parce qu'il faut simplement techniquement posséder un enregistrement d'une femelle pour pouvoir le faire écouter au groupe 15 ans après, par exemple. Et puis, pas se tromper de groupe, quoi. Faut savoir que c'est... Éviter de se tromper de groupe. Parce que sinon... Alors, puisqu'on parle des éléphants, on va voir quelques images, parce que Internet regorge de petites vidéos qui nous montrent effectivement que les éléphants sont capables, les animaux, en général, sont capables de s'entraider. Et là, on va voir le cas donc, d'une mère éléphant, ou de deux éléphants femelles, d'ailleurs, qui réagissent au problème dans lequel est empêtré un éléphanteau. Babar Junior a quand même des problèmes. Et là, la célérité avec laquelle arrive... Alors, je ne sais pas si c'est papa et maman ou deux femelles, mais... A priori, c'est des femelles. Ils vont Alors oui, parce que les mâles... Les mâles, ils vivent dans des clubs de célibataires, ils sont à part. Ouais. Alors, ils ne sont pas trop dans l'entraide, les mâles. Non, c'est matriarcal. Ouais. Que vous inspirent ces images? Alors, on en voit beaucoup sur Internet, des vidéos, et à chaque fois, on pourrait dire que c'est une anecdote. Parce que pour un scientifique, il faut qu'on puisse vérifier. Un éléphant qui en sauve un autre, bon, on l'a vu une fois, mais il faut que ça soit vérifiable. En laboratoire, ça, c'est pas possible. Mais à force de voir toutes ces anecdotes, on finit là par croire des choses, même si on n'a pas le protocole scientifique hyper carré, on finit par être obligé de croire à ces choses-là. Et là, ce sont des éléphants qui sauvent un des leurs. Mais il y a encore mieux avec les éléphants, c'est qu'ils peuvent sauver des espèces différentes. On l'a vu par exemple au KwaZulu-Natal, un groupe de 11 éléphants en Afrique du Sud, 11 éléphantes qui se baladent et il y a des gazelles en enclos. Eh bien la matriarche, avec sa trompe, a ouvert tous les loquets de toutes les portes et les a libérés. Et ça, on ne peut pas dire c'est une grosse éléphante, tiens, j'ai cassé la porte sans faire exprès. Elle a vraiment fait ça sciemment pour libérer les gazelles, qui ne sont vraiment pas de son espèce à elle. Alors, on ne peut pas interroger l'éléphante en question, mais elle le fait parce qu'elle a vu l'homme ouvrir les loquets et elle a compris, ou elle le fait parce qu'elle n'a même pas eu besoin de voir l'homme pour comprendre qu'il fallait ouvrir. C'est difficile à dire, sans doute. Il y a de l'empathie, il y a même de la sympathie. Sympathie, ça veut dire souffrir avec, c'est encore plus, c'est comme compassion. C'est la même chose en latin, compatio, c'est vraiment se mettre dans le monde de l'autre. Sans doute qu'elle a vu que cet animal était privé de liberté, et alors c'est une interprétation, mais on a du mal à trouver autre chose comme explication. C'était pas juste un jeu, et on en a plein des comme ça. Et avec les singes, l'exemple le plus connu, c'est une... Allez-y, les singes. De bonobo au Chester, c'est très très connu. Un étourneau se fracasse la tête sur la vitre de son enclos, s'assomme. Donc la femelle de bonobo, un singe, un tout petit oiseau, le prend, grimpe dans un arbre avec les pieds et le jette, l'étourneau retombe. Donc elle reprend, elle le recueille, elle le remet jusqu'à temps que l'oiseau s'envole. C'est-à-dire que ce singe avait une conscience du monde de l'oiseau et dans son imaginaire à elle, elle pensait que l'oiseau était fait pour voler. Et ça, c'est un exemple extraordinaire. Il y en a plein, mais celui-là, il est très très connu. Il y a les chiens aussi. Les chiens aident.
On a d'ailleurs souvent vu des chiens alertés, alors bon, meilleur ami de l'homme, alertés lorsque quelqu'un s'était écroulé à la maison et léché le visage, aboyé. Eux, ils sont... Alors, en plus, c'est l'amour inconditionnel, le chien. Hein, c'est-à-dire qu'il ne demande pas une rémunération quand il rend service. Ce qui est intéressant, je trouve, en plus, dans le chien, c'est que on voit que l'entraide, finalement, elle est un peu à la base du développement humain. Parce que comment, enfin, on sait aujourd'hui que si l'homme a pu se développer autant, c'est parce que des loups, il a adopté des louveteaux qui sont devenus des chiens et qu'il a pu chasser. On n'aurait jamais pu chasser en meute comme on l'a fait si on n'avait pas eu de chien. Et finalement, le chien, l'air de rien, comme le cheval, après, nous a aidés à conquérir le monde, sont des animaux qui nous ont infiniment aidés. On l'oublie, on les maltraite souvent, mais on oublie que sans eux, l'être humain ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai que le chien, il est une des stars de l'entraide avec un grand E entre humains et animaux qu'on appelle la médiation animale aujourd'hui ou la zoothérapie. C'est-à-dire tous ces animaux incroyables qui ont... Ce que disait Marc, il y a une générosité qui est extraordinaire et le chien, en effet, on se rend compte aujourd'hui qu'il prévoit les crises d'épilepsie, il prévoit certains cancers, il soigne des alcooliques. Aux États-Unis, où ils sont très en avance sur la médiation animale, c'est impressionnant. Il y a dans des prisons, les chiens font des miracles, comme les chevaux, d'ailleurs, comme les rongeurs, comme les lapins. En fait, l'animal... Une de ces... Alors, on déborde un peu de sujet, mais pas tant que ça, parce que en fait, il a une empathie, une générosité, où il a envie de vous aider, mais surtout, il vous prend tel que vous êtes. Et ça, c'est une grande leçon de sagesse et d'humilité par rapport aux humains. Il vous aime tel que vous êtes, Patrice. Il s'en fout de la façon dont vous êtes habillé, si vous êtes fatigué, si vous avez tel âge, etc. Et c'est ça qui fait en médiation animale un bien fou, parce que quand on met un cheval ou un petit lapin face à quelqu'un qui va très mal, une femme violée, un homme violent, etc., cet animal est tellement gentil, se laisse tellement caresser, toucher, que tout d'un coup, ça débloque des tas de choses psychologiques et qu'on fait des miracles avec eux. Et en effet, c'est cette envie de l'animal, mais tous les gens qui nous écoutent et qui ont des animaux le savent. Quand on a des animaux chez soi, on voit bien que ces animaux sont d'une générosité incroyable. Je reprendrai juste sur l'histoire de... Pourquoi est-ce qu'il y a Moi, ce que je trouve passionnant aussi, c'est qu'on découvre plein de choses. Et je vais vous donner un exemple. On ne sait pas pourquoi il y a un partenariat incroyable. C'est un animal qu'on a découvert il y a très peu de temps, parce qu'il est tellement petit que les gens ne le voyaient pas. C'est ce qu'on appelle l'hippocampe pygmée. Il est absolument minuscule, il est beau. Alors, on peut voir sur Internet, c'est magnifique. Dès qu'il naît, quand son papa lui donne naissance, puisque ça, là, c'est les papas qui... Donc, il largue comme ça des milliers de petits hippocampes. Vite, il court il nage pour trouver une gorgone. Et quand il va trouver sa gorgone, qui est une espèce d'animal un peu comme un gros coquillage, il va se mettre dans cette gorgone, il va adopter sa couleur. Alors ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il est un peu gris, il n'a pas beaucoup de couleurs. Tout d'un coup, il va devenir jaune ou rouge en fonction de la gorgone. Et il va vivre dedans. Et alors là, c'est la belle vie parce qu'il va vivre protégé. Il est livré à domicile pour manger parce qu'il n'a plus qu'à ouvrir la bouche. Il y a le courant qui arrive avec plein de petits planctons. Il mange comme ça. Et on ne sait pas pourquoi la gorgone, elle l'accepte. Et ça, je trouve c'est vachement intéressant parce qu'on se dit, bon, lui, on a compris, c'est tout bénef pour lui, c'est formidable. Pourquoi est-ce que la gorgone accepte ce petit hippocampe pygmée? On ne le sait pas encore. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'explication. Et à chaque fois que j'ai vu les trucs, on disait, alors peut-être que vous le savez, vous, mais moi, je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'on sait pourquoi? Non, on ne sait pas automatiquement pourquoi, parce qu'à chaque fois que... Et Marc l'a très bien dit, hein, c'est... la science, l'éthologie et l'écologie depuis Darwin se nourrit d'anecdotes. Alors naturellement, on a l'impression que c'est pas une très grande démarche scientifique, mais quand on collectionne des anecdotes, on s'aperçoit que ça devient des stratégies animales. Quand tout ça va dans le même sens. Bah oui, c'est qu'à un moment donné, il y a une stratégie derrière. Et ce que dit Yolène, peut-être, par exemple, est-ce que le fait que le petit hippocampe, peut-être déféquant légèrement, en fait, apporte quelques nutriments qui font que ça peut nourrir la gorgone. On ne sait pas. Il faudra juste qu'on aille vérifier ce qui se passe. Et encore une fois, le milieu marin, c'est pas notre milieu de prédilection. On a toujours un petit peu de mal quand même à aller en milieu naturel, travailler dans ces environnements. Pardon, mais pour arriver à ce type de conclusion, si tant est que ce soit avéré un jour, c'est combien d'années de boulot, combien de mois? Alors ça dépend. Quel type de budget? Enfin, ça dépend. Oui, mais un scientifique, c'est un temps long. Hein, donc, un scientifique et les naturalistes, c'est des temps longs, c'est des observations, c'est des années d'observation. Ça peut être 15, 20, 30 ans. Je vais donner un exemple qui moi, me parle beaucoup, et qui est toujours issu du milieu marin. Généralement, on a plein d'exemples en milieu marin dont on s'est nourri pour raconter des histoires, et par exemple des films d'animation. Vous connaissez certainement Gang de requins.
Il y en a plein, en tout cas, qui doivent connaître Gang de requins avec Oscar, ce poisson nettoyeur. En fait, c'est un labre nettoyeur commun, qui est un poisson qui existe dans les milieux marins. Et il est exactement fait comme dans le film. Et les labres ont inventé des stations de nettoyage. Ils sont dans leurs rochers, il y a plusieurs labres. Et quand un gros poisson énorme, qui peut être leur prédateur d'ailleurs, veut se faire nettoyer, il vient dans cette station de nettoyage et prend une position particulière pour dire aux petits poissons, je ne vais pas vous agresser, venez me nettoyer. Par exemple, le mérou va se mettre la tête en bas ou la tête en haut, puis il va le laisser se flotter tranquillement comme ceci. Les petits poissons sortent et vont commencer à le nettoyer. Ils vont lui manger les parasites sur les écailles ou autres. Et on se dit, c'est un monde merveilleux. Si on analyse ça finement, on s'aperçoit c'est un mutualisme avec un bénéfice réciproque. Le mérou se fait nettoyer. C'est en fait sa manucure et son nettoyage. C'est le vide-grenier, quoi. Voilà. Je viens, je vous débarrasse de vos saloperies. Le petit labre, en fait, lui, il a un monde merveilleux. Il se nourrit sur le gros poisson. Eh bien, une chercheuse, Elisabeth Côté, a travaillé pendant des années. Elle a montré en fait que c'est pas si net que ça. Par exemple, le mérou, il sait pas qu'il est parasité. Il n'a pas une glace pour se regarder dans le dos s'il a un parasite dans le dos, il n'en sait rien. Donc régulièrement, il va venir se faire déparasiter, mais il ne sait pas s'il a des parasites. Votre petit poisson nettoyeur, qu'est-ce qu'il devrait faire? Si le mérou n'a pas de parasite, il devrait lui dire rentre chez toi, ça ne sert à rien. Il ne lui dit pas ça, il le laisse prendre sa position. Et au lieu de manger des parasites, il lui mange le mucus sur la peau, ou des fois, enfin sur les écailles, ou des fois il lui arrache des petits bouts d'écailles. Donc en fait, il commence à manger un peu le mérou, sans que le mérou se rende compte. Ça veut dire que cette relation bénéfice réciproque parfaite peut presque être du parasitisme par moment. C'est en fait un curseur qu'on va déplacer. Et dans toutes les interactions dont on discute, c'est pas très net. C'est comme quand dans notre vie de couple, par exemple, par moment, des super relations, c'est l'altruisme parfait et l'entraide. Et des fois, on est à la limite du parasitisme qu'on faut aller coucher les petits, quoi. Ma chérie, tu y vas? Non, vas-y, mon chéri. Il y a du vécu, hein. Ça sent le vécu, effectivement. Mais vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une image d'Épinal de l'entraide, mais l'entraide, entre l'entraide et le parasitisme, c'est presque la même relation. C'est la même face, enfin, c'est deux faces différentes de la même pièce. Alors, restons dans le monde marin avec la crevette pistolet et alors les gobies. Un petit goby, petit goby qui est un petit poisson, voilà. Mais alors, comment il s'entraîne? Alors lui, en fait, eh bien, le petit goby, il voudrait bien être tranquille dans un petit terrier pour éviter de se faire manger par des prédateurs, mais il n'est pas capable d'en creuser. Il va avoir une crevette pistolet qui, elle, c'est bien Prête-moi ta maison. Donc ils vont vivre ensemble, mais la crevette, elle est aveugle, elle voit rien du tout. Donc l'avantage pour elle d'avoir un goby qui est juste devant la porte, c'est que lui, il a des petits yeux au-dessus de la tête. Dès qu'il y a un prédateur, il va émettre un léger frémissement et hop, la crevette rentre dans son terrier avec le goby et il se protège. Donc la crevette donne le logis et le goby prévient la crevette qu'il y a des prédateurs. Et alors, là, on en revient à... Parce que c'est une forme de solidarité, finalement, que d'éviter la castagne entre animaux, pour le bien de tout le groupe. Le Bernard l'Ermite, lorsqu'il s'est disputé avec quelqu'un, il a suffisamment d'intelligence pour le reconnaître, l'identifier et éviter de retourner au contact avec lui. Je ne sais plus dans quel délire. Oui, bah c'est une anecdote que je raconte parce que j'ai travaillé un peu en Irlande du Nord avec un chercheur qui, lui, faisait sa thèse et son postdoc sur les Bernard l'Ermite. Le gars, il est chercheur sur les Bernard l'Ermite. Alors, il passe 15 ans sur les Bernard l'Ermite. On en a parlé avec Marc. Mais même l'eau, elle est froide là-bas. Je veux dire. On en a parlé avec Marc tout à l'heure. On peut passer 15 ans sur un sujet, c'est vraiment... ça c'est 15 ans sur la mouche à merde. Et c'est passionnant. Et donc ce petit Bernard l'Ermite, on comprend, les Bernard l'Ermite vont rentrer en compétition, en fait, vont avoir des petits combats assez réguliers pour avoir la meilleure coquille. Chaque fois qu'ils vont grandir, il faut qu'ils changent de coquille, la maison est trop petite. Et donc naturellement, ils vont essayer d'aller piquer la coquille du voisin. Et quand vous êtes battu avec le voisin qui est plus gros que vous, et qui vous a mis une castagne, vous y retournez pas. Si un mois après vous devez changer de coquille, mieux vaut se rappeler du voisin qui est un peu costaud quand même. Voilà, c'est un avantage quand même. Donc encore une fois, on comprend que la mémoire a été sélectionnée au cours de l'évolution pour le Bernard l'Ermite. On poursuit sur l'entraide entre les animaux et les êtres humains. Alors, vous allez nous parler, Marc, d'un champion de parapente israélien. Racontez-nous cette histoire. On parle beaucoup des dauphins, mais moi j'ai une histoire d'oiseau qui est vraiment extraordinaire. Là, c'est une anecdote, mais ça peut donner à réfléchir. Plus qu'une anecdote, c'est une histoire oui, elle est vraie. Elle est vraie. Oui, bien sûr. Mais elle se passe très haut. Donc ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas non plus. Donc c'est un champion de parapente israélien qui s'appelle Amon Han, qui était dans un concours en Autriche, et les conditions météorologiques étaient vraiment pas bonnes. Et il était seul, là, dans ses nuages, et il a vu des martinets. Vous savez, les martinets, c'est ces oiseaux qu'on voit en ce moment qui crient beaucoup. On les confond avec des hirondelles. C'est hyper rapide. Il y en a à Paris, il y en a partout, comme ça, qui font du 200 à l'heure, qui se posent jamais, d'ailleurs. Petite parenthèse sur le martinet, ça s'accouple en vol, ça mange en vol, ça dort en volant.
Enfin, c'est vraiment un oiseau qui se pose quasiment jamais. Donc ils sont chez eux là-haut. Hein. Et il était vraiment en difficulté avec son parapente et il voit les martinets qui vont et qui viennent vers lui comme les dauphins avec les naufragés. Et au bout d'un moment, il les a suivis. Et il a été sauvé parce que les conditions étaient vraiment mauvaises. Il a gagné son concours. Et il ne savait même pas que les martinets, ça existait. Et il est devenu un des grands défenseurs des martinets depuis parce qu'il a été complètement ébloui par cet oiseau extraordinaire. Vous voulez dire qu'il allait droit au casse-pipe Peut-être. Ouais. Peut-être. En tout cas, il était mal barré et il est devenu champion. On a d'autres histoires avec des oiseaux et le miel, oui, notamment. C'est les grands indicateurs en Afrique. C'est une histoire, encore une fois, très très ancienne, puisque c'est une coévolution entre l'homme et l'animal. Et ces fameux oiseaux qui indiquent, en fait, aux cueilleurs de miel la position des nids d'abeilles sauvages. Et la relation est tellement fine qu'en fait, c'est l'humain qui sort, qui quand il a besoin de miel, il sort en fait dans la campagne et il va chanter, il va pousser un cri très particulier pour attirer l'oiseau. L'oiseau va lui répondre et l'oiseau va emmener l'humain. Une fois qu'il a repéré un nid d'abeilles sauvages, il va emmener l'humain en lui poussant des petits cris très particuliers. Si l'humain se trompe de direction, il ne va pas lui pousser le même cri. Il va dire ah, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Et au moment donné où il trouve en fait le nid d'abeilles, eh bien l'humain va prendre son miel et va donner de la cire à l'oiseau parce que l'oiseau se nourrit de cire. Et donc, va lui donner cette cire. Et cette relation, c'est à peu près on la connaît pas, on ne connaît pas l'histoire. On ne sait pas depuis, est-ce que c'est depuis 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, on n'a pas d'idée. On sait qu'elle existe et qu'elle est certainement très très ancienne. Alors, moi, j'en ai une sur les oiseaux. Oui, allez-y. C'est un partenariat vieux comme le monde aussi entre les corbeaux et les loups. Deux animaux qui ne sont pas aimés. On s'est rendu compte que les corbeaux ont certains cris et ils préviennent les loups s'il n'y a pas, comme ils sont là-haut, ils peuvent tout voir. Donc, ils voient s'il n'y a pas un prédateur, un chasseur, etc. Et s'il n'y a rien, tout va bien. Les loups peuvent chasser et après, ils leur laissent les restes. Et donc, le corbeau, c'est tout bénef pour tout le monde. Et on s'est même rendu compte que les louveteaux jouent parfois, on a des images où ils jouent aussi avec les corbeaux. Donc ça, c'est amusant aussi, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la solidarité entre les trois éléments, quoi. Alors, je ne sais pas si ça existe avec les animaux marins, mais en tout cas, avec les animaux dans le ciel et les animaux sur la terre, ça marche. Alors, je ne sais pas lequel ou laquelle d'entre vous se fait l'écho dans un des livres d'une expérience menée auprès des loups qui, visiblement, s'engueulent à peu près toutes les 11 minutes. Et donc, forcément, à un moment, il y a castagne entre deux loups et celui qui perd va être consolé par tous les autres. Oui, alors c'est une histoire. Chez vous ? Oui, c'est une histoire qui a été alors mise en évidence dans un parc, justement, dans des parcs en semi-liberté, puisque encore une fois, observer les loups. Ils courent plus vite que nous, hein, donc on peut leur courir après et ils feront bien ce qu'ils veulent. Et donc du coup, ça c'est des observations faites dans un parc animalier. Et comme ils sont en grosse densité, ils n'ont pas assez d'espace, les contacts antagonistes, les contacts non voulus entre loups sont un peu plus fréquents de la même meute et donc des coups, ils se chamaillent un peu, voire des fois même un peu beaucoup. Et ce qu'on s'est aperçu chez les loups, c'est que juste après, une fois qu'ils se sont disputés même des fois violemment, eh bien, il y a un phénomène de réconciliation, c'est-à-dire que les deux protagonistes vont se relever et vont se l'échouiller ou autre en disant allez c'est bon on arrête. Ils peuvent même être consolés par un tiers. Et c'est important pour le loup parce que quand on parle d'animaux sociaux comme les loups qui doivent vivre et ils comptent sur la solidité de la meute pour chasser des proies plus grosses qu'eux, ils ont besoin de la meute, il faut maintenir la cohésion. Et si à chaque fois qu'on se dispute on est rancunier, je suis pas sûr que le groupe tienne très longtemps, quoi. Donc ils ont dans l'évolution, le mécanisme de consolation et de réconciliation a très rapidement évolué parce qu'il donne un véritable avantage pour ces animaux. Alors Marc Giraud, ou même vous Loïc, je veux dire, quelle est l'étude sur laquelle vous travaillez en ce moment ou sur laquelle vous aimeriez travailler, l'intuition que vous aimeriez valider ou invalider, voilà, pour quel animal et sur quel aspect de sa vie quotidienne? Est-ce que... Moi, je ne fais pas de recherche. Non, mais, non, mais sans faire de recherche, comme naturaliste, vous intéressez un petit peu à ce qui se passe, quelle confirmation vous aimeriez avoir, quelle intuition vous avez, et vous dites, ouais, j'aimerais savoir si... Alors, oui, je pense que c'est sur l'empathie chez des animaux, parce qu'en fait, on a mis l'homme au sommet, hein, c'est l'échelle de la nature d'Aristote, et on a mis tous les autres en bas, et on s'aperçoit qu'en fait, la différence est de moins en moins
évidente. Oui. Donc on commence à mettre les singes un peu dans notre sphère et je pense que ça serait bien de trouver de l'empathie chez des animaux dits inférieurs et de faire des recherches même sur les fourmis. Alors on sait bien que le cerveau d'une fourmi, c'est un grain de sucre, hein. C'est pas énorme, mais on sait aussi que dans une fourmilière, il y a des fourmis qui ont des caractères différents. Il y a des feignantes, faut pas croire. On voit que les travailleuses, mais dessous, tout se passe pas pareil. Et ça serait bien en fait qu'on s'ouvre. Je dis pas un animal, c'est l'animal que j'aimerais réformer, c'est l'humain en fait. C'est-à-dire qu'il s'ouvre un petit peu l'esprit là-dessus, parce qu'on est vraiment anthropocentré. Regardez comme on traite la crise du Covid, qui est une crise, c'est une zoonose. Ça vient des animaux. Vous n'avez que des médecins et des urgentistes sur les plateaux. Vous n'avez pas de vétérinaires. Vous allez me dire, il n'y a pas d'animaux. Non, mais c'est vrai. On n'a pas assez de vétérinaires. On ne regarde pas assez la cause profonde et lointaine, je veux dire à long terme, de ça. Alors on parle, c'est normal qu'on s'occupe des vaccins, qu'on s'occupe de ça, mais on ne s'occupe pas assez des choses du fond, c'est-à-dire la protection, là c'est mon côté protecteur, mais c'est normal, de la protection de la déforestation. C'est un problème de déforestation et de trafic animal. Même si on découvrait que le Covid vient d'un laboratoire... On en a parlé quand même. Pardon ? Ça a été dit, on en a parlé. Peut-être oui, pas tous les jours, mais d'ailleurs nous-mêmes tout à l'heure, on a parlé de l'espace des animaux qui se restreint et effectivement... Bien sûr, mais c'est très disproportionné, c'est-à-dire qu'on est dans notre monde humain, c'est normal. Et puis les animaux font pareil, hein. Les loups sont dans leur monde de loups, et les fourmis dans leur monde de fourmis. Hein. Mais je pense qu'on ne pense pas assez quand même à ça, c'est-à-dire à donner des outils et des informations pour qu'on lutte contre la déforestation, vraiment, parce qu'il y a des choses, il y a des gestes quotidiens à faire. En ce moment, le Brésil brûle et la déforestation, on l'achète, nous, par nos produits. Donc, c'est mon côté militant, excusez-moi, c'est pas du tout ça que vous attendiez. Mais c'est intéressant, bien sûr. Mais et vous, de votre côté, Loïc, un fantasme, une envie de... Oh là là, des fantasmes, je garderais bien de les donner à Alfred, mais... il y a des crevettes. C'est un fantasme de crevettes. Mais dans la recherche. Dans la recherche actuelle que je mène, c'est avec un groupe de chercheurs dont une bonne partie en fait sont indépendants. C'est-à-dire que leur recherche est tellement particulière qu'ils n'arrivent même pas à être financés par des moyens, par l'argent public. Mais c'est pas très grave. On travaille en fait au Groenland sur des relations assez complexes. Et on travaille sur l'effet du réchauffement climatique sur ce qu'on appelle les cascades trophiques. L'idée que les cascades trophiques alimentaires. D'accord. Et l'idée que quand on va commencer à jouer avec la carte du château de cartes, la petite carte en bas, en fait, tout va s'effondrer. Mais c'est pas toujours facile à mettre en évidence. L'avantage du Groenland, c'est qu'on travaille sur un écosystème où il n'y a pas beaucoup d'espèces. Notre jeu, c'est trois protagonistes. Le renard polaire, ou le renard arctique que les gens connaissent, ce petit renard avec sa fourrure blanche, enfin blanche en hiver. Le lemming que les gens connaissent pour ces migrations de lemmings qui n'existaient pas vraiment, mais en fait, ces pullulations. Et puis des petits oiseaux qui viennent en fait nicher au Groenland. Ils font 20 ou 30 000 km par an pour venir juste se reproduire au Groenland. Et une hypothèse d'un de mes amis, Olivier Gilg, c'est que certains oiseaux choisissent les zones de nidification là où il y a beaucoup de lemmings. Là, les années où il y a des pics de lemmings. Pourquoi ? Parce que les prédateurs, le renard, va manger que des rongeurs et va plus jamais manger d'oiseaux. Il va se concentrer en fait que sur les rongeurs. D'accord. Ouais. Et comme actuellement le réchauffement climatique modifie profondément pas que le climat, mais la fonte des neiges, la chute des neiges, on s'aperçoit que les lemmings ont des difficultés à avoir ces pics tous les 4 ans de pullulation. Et s'il y a moins de lemmings, les renards n'ont plus rien à manger, ils vont manger les oiseaux. Des oiseaux migrateurs qui, eux, font 30 ou 40 000 km par an pour venir en Arctique, ils n'ont pas beaucoup de choix. Eux, ils ne vont pas apprendre en quelques années à changer de route migratoire. Ce sera impossible pour eux. Donc, si les phénomènes qu'on est en train de montrer continuent et perdurent trop longtemps, c'est évident qu'au Groenland, si on veut avoir une preuve du changement climatique et de l'effet du changement climatique sur la biodiversité, au Groenland, c'est la réalité. En Sibérie ou au Canada, c'est la réalité. Alors un travail comme ça a commencé quand et ça peut se terminer quand ? Olivier, il a commencé il y a 25 ans. Ah oui, moi, ça fait 11 ans que je travaille avec lui. Il a commencé à 25 ans avec sa femme, avec Brigitte Savard. Vous allez me dire, ouais, il y a 15 jours. Non, mais non, parce qu'il faut des séries temporelles. C'est-à-dire que tous les ans, ils vont passer 1 mois et demi tous les ans, en été, sur leur propre denier, la plupart du temps. Et ils vont passer 1 mois et demi au Groenland, dans des zones où on les pose en avion, on les met avec des tentes, ils mettent un système anti-ours pour ne pas se faire manger, et puis ils font leur travail. Voilà. Un petit clin d'œil en image pour terminer. Regardez cette maman ours qui sauve, en quelque sorte, son bébé ours
qui a des petits problèmes. Voilà. Il est au bord de la route. Et voilà, elle va le chercher, voilà, sans faire mal. Au moins, c'est rapide. Voilà, ce sera l'image de fin. Merci à tous les... Ouais, elle a peut-être mis une baffe. Tu sortiras plus sans demander la permission. Alors, merci mille fois, Yolène Delabigne. Je signale et je recommande Les intelligences animales. Voilà la couverture que j'ai à votre disposition. C'est aux éditions One Health Media. Et alors, je précise que les 27, 28 et 29 août, vous proposez la 6e université d'été de l'animal au domaine de la Bourbanzée. C'est en Bretagne. Avec justement Loïc et voilà, Marc. si vous avez aimé Loïc, si vous avez aimé Marc, ils seront à la Bourbanzée fin août en Bretagne. Ils participeront à cette 6e université d'été. Marc Giraud, naturaliste, nombreux livres. Alors, celui-ci, déjà, 1000 milliards de microbes. Si vous voulez tout savoir sur les microbes, les virus et ce que vous avez à l'intérieur du corps ou sur le corps. Et dans les crottes aussi, j'ai appris, oui, bien sûr. J'ai appris que le lapin fait des crottes, mais il les mange. Oui. Et la deuxième fois qu'il les fait, là, c'est bien, il s'en débarrasse. C'est voilà. Bon à la vitamine, mais on n'a pas le temps. Hein. Paysage de France en bord de chemin. Et vous trouverez peut-être des crottes de lapin au bord du chemin. En tout cas, là, ce sont des moutons qu'on vous propose. Aux éditions Delachaux et Nestlé. Et puis, Loïc Bolache, livre passionnant aussi, Comment pensent les animaux. C'est une collection chez Human Science, dirigée par Étienne Klein. C'est cela. C'est ça ? Voilà. Parfait. Merci à tous les trois. Merci à Sophie Gastrin, Agathe Pécastin et à la régie. À suivre la météo et le journal qui vous est présenté ce soir par Christophe Gascard. Demain, pas d'émission, pas de cris, pas de larmes. Après-demain, pas d'émission non plus, pas de cris, pas de larmes, parce qu'il y a des débats liés à l'élection, aux élections régionales, bien sûr. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission d'Alors on pense. Ce sera à 21h. À vendredi, donc.